Pour nous, la justice, avec ses droits, ses appels, tout ça, ça semble être une évidence, non? Mais en fait, c'est une invention hyper récente. Allez, on va plonger ensemble dans le passé pour découvrir une justice qui reposait sur des principes radicalement différents et, pour être honnête, souvent assez choquants. Alors, voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'était cette justice d'autrefois. Puis, on va décortiquer ces 4 piliers, le pouvoir de l'arbitraire, la punition par la cruauté, l'idée d'une culpabilité partagée, et pour finir, une justice complètement à 2 vitesses. Ok, commençons par le tout début. Avant que l'État ne décide que, hop, la violence légale, c'est son monopole, eh bien la frontière entre rendre la justice et se venger personnellement était, disons, incroyablement floue. Et là, ce contraste, il est juste saisissant. Il faut bien s'imaginer ça. L'État s'occupait des vols, des problèmes matériels, quoi. Mais un meurtre? Ah non, ça c'était une affaire privée, une affaire de famille, qui se réglait par la vengeance. L'honneur du clan passait bien avant la loi de l'État. Bien sûr, il y a eu des essais pour mettre un peu d'ordre là-dedans. On pense tout de suite au fameux Code de Hammurabi, le premier qui a tenté d'instaurer une sorte de proportion entre le crime et la sanction. Sauf que même ce premier code, aussi révolutionnaire soit-il, a en fait posé les bases de problèmes vraiment profonds pour la suite. Et ça nous amène tout droit à notre premier pilier, l'arbitraire. On entre dans un système où la justice, ce n'est pas un idéal indépendant qui cherche la vérité. Non, c'est un outil très flexible au service de ceux qui ont le pouvoir. Le cœur du problème, c'est ce concept de justice intouchable. La loi était vue comme sacrée, elle venait des dieux, ou du roi qui était lui-même divin. Alors comment contester une décision? C'était tout simplement impensable. Il n'y avait pas de cour d'appel, rien. Une fois le jugement tombé, c'était fini, final et absolu. Et concrètement, ça donnait quoi, cet arbitraire? Eh bien, par exemple, les crimes contre l'État ou la religion étaient punis avec une sévérité extrême. La loi devenait aussi une arme politique parfaite pour éliminer des adversaires. Et bien souvent, au bout du compte, tout dépendait de l'opinion personnelle, voire de l'humeur d'un seul homme, le juge. Allez, on passe au deuxième pilier. Et là, on change de perspective. On ne regarde plus le processus, mais la punition elle-même. Et cette punition, c'est la cruauté. Il ne s'agissait pas d'enfermer quelqu'un. Non, la punition était un spectacle, et la scène, c'était le corps du condamné. Les châtiments étaient d'une brutalité presque chirurgicale. C'était méthodique, calculé. On ne se contentait pas de tuer, on démembrait. On coupait la main du voleur. On écartelait pour les crimes jugés les plus graves. Chaque geste avait une portée symbolique terrifiante, faite pour marquer les corps, bien sûr, mais surtout les esprits. Et cette cruauté, elle avait aussi une fonction sociale très claire. Prenez les flétrissures, par exemple. C'était ces marques qu'on appliquait au fer rouge sur le front. L'idée, rendre la culpabilité impossible à cacher, visible par tous et pour toujours. Une humiliation à vie. C'est un peu un ancêtre de pratiques comme les ordalies, où c'était le corps lui-même qui devait prouver la culpabilité ou l'innocence. Troisième pilier, et celui-là, il est peut-être le plus difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, la culpabilité partagée. C'est l'idée qu'un individu n'est pas le seul responsable de ce qu'il fait. Sa faute, elle rejaillit sur toute sa famille, tout son clan. Alors attention, ce concept ne sort pas de nulle part. On en trouve des racines très fortes dans le droit romain, par exemple, qui ne voyait pas l'individu comme l'unité de base de la société. Non, l'unité légale, c'était la famille. Donc, logiquement, la faute d'un seul membre devenait la faute de tout le groupe. Et pour un exemple concret et absolument terrible, il y a le sensus esclon. C'était une peine qui, pour le crime d'une seule personne, pouvait réduire toute sa famille en esclavage. Hommes, femmes, enfants, tout le monde. Le but n'était pas de corriger le coupable, c'était d'effacer une lignée. On en arrive à notre dernier pilier, celui qui, en quelque sorte, vient verrouiller tout cet édifice. Un système où la loi n'est tout simplement pas la même pour tout le monde. Une justice de classe, une justice à 2 vitesses. La comparaison est sans appel. Pour exactement le même crime, un noble pouvait s'en sortir avec une simple amende, une sorte de compensation financière. Mais un pauvre, pour lui, c'était les pires châtiments corporels, ou la perte totale de sa liberté, l'esclavage. La justice ne dépendait pas de l'acte, mais de la naissance. Ce graphique résume parfaitement la situation. Tout le système était pensé pour protéger les privilèges d'une toute petite élite, alors que les droits des gens du peuple étaient, pour ainsi dire, quasi inexistants. La fameuse balance de la justice penchait toujours du même côté. Voilà, on a fait le tour. L'arbitraire, la cruauté, la culpabilité collective et l'inégalité. Les 4 piliers de cette justice d'un autre temps. Alors, en regardant notre propre système judiciaire aujourd'hui, une question se pose, inévitablement.
Lesquels de ces principes avons-nous vraiment et surtout complètement laissés derrière nous?